Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai de la nouvelle Mercedes Break E300 DE hybride rechargeable avec son moteur de 316 chevaux, non pas essence mais diesel. Mercedes continue de croire à la pertinence de ce type de moteur. À tort ou à raison, en tout cas, ça lui permet de prendre la prestigieuse première place de la Mercedes électrifiée la plus vendue en France en 2019. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture. Je vous expliquerai pourquoi l'achat de ce modèle peut s'avérer très intéressant pour une entreprise. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h sur YouTube. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche et moi je vous dis à tout de suite. Associer une motorisation électrique avec une motorisation diesel peut paraître assez paradoxal, surtout en 2020. Et quand on sait que beaucoup de villes en Europe vont interdire l'accès d'ici quelques années aux motorisations diesel, c'est vrai que Mercedes fait un grand pari en proposant un hybride rechargeable avec une motorisation électrique et cette motorisation diesel issue de la Mercedes E220D. Mais apparemment, ça plaît, ça a l'air de beaucoup plaire même en 2019 en France. La Mercedes classe E hybride diesel, c'est quand même vendu à 642 unités, c'est-à-dire que la Mercedes se place à la 10e place des hybrides rechargeables les plus vendus en France. Et je trouve que ce pari de Mercedes n'est pas si bête, puisque le problème de beaucoup d'hybrides rechargeables lorsqu'il y a un électrique et une essence, c'est que effectivement les consommations sont basses dans les zones urbaines et périurbaines. En revanche, sur autoroute, on est souvent entre les 10 et 12 litres au 100 km, comme par exemple les Volvo XC60 ou XC90 T8 que nous avions essayé sur la chaîne YouTube. Et avec le diesel, l'avantage, c'est que vous gardez des consommations contenues en zone urbaine, mais sur autoroute, vous pouvez envisager des trajets sur le long cours sur lesquels vous ne ferez que 7 à 8 litres de consommation au 100 km. Et ça, c'est très bien vu par Mercedes. Il faut savoir que c'est un modèle qui s'est très bien vendu et que pourtant il est assez élevé en termes de prix puisque en moyenne une classe E hybride se vend aux alentours des 80 000 €. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter sur la classe E, c'est le lave-glace qui est chauffant. C'est une option à 250 € qui peut s'avérer pratique, surtout si vous évoluez avec votre classe E dans des endroits où les températures sont basses. Ensuite, on a ce capot moteur allongé avec une implantation des phares à la verticale et une calandre avant qui s'étire sur la largeur, ornée de prises d'air grand format que vous voyez juste ici. Au-dessus du logo Mercedes, vous avez une caméra. Cette caméra vous permet d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Je vais vous le montrer ensuite à l'intérieur avec le système d'info divertissement. Et pour rappel, vous avez des caméras sous les rétroviseurs et aussi à l'arrière de la voiture. A noter que les phares sont des phares haute performance à LED de série et en option, vous pourrez opter pour les phares multi-beam à LED avec le fameux faisceau sélectif. Vous avez aussi l'éclairage d'intersection ainsi que l'éclairage actif dans les virages. C'est une option à 1 500 €. Des jantes de 18 pouces sur notre modèle d'essai qui sont bicolores avec les étriers de frein gris, le monogramme Mercedes-Benz sur les étriers de frein et on est sur du pneu Pirelli. Vous l'avez peut-être remarqué, regardez le monogramme EQ Power qui indique que cette Mercedes est électrifiée. Pour rappel, EQ chez Mercedes veut dire que la voiture est soit 100% électrique, soit hybride rechargeable comme notre modèle d'essai. Sur les coques de rétroviseur, il y a un répétiteur de clignotant, un éclairage d'approche, une caméra pour utiliser ce fameux système de caméra à 360 degrés. Et si vous optez pour le pack Sport Black à 500 €, vous aurez l'encerclement des fenêtres de couleur noire comme sur la voiture que nous essayons aujourd'hui. A noter que le soft close est disponible pour les portes avant et arrière. Le soft close c'est une option à 700 € et je vous le rappelle, le soft close ça vous permet en fait d'avoir une fermeture automatique de vos portières. Ensuite le réservoir, 66 litres de réservoir dans cette voiture, donc ça c'est pas mal. Vous pourrez vraiment envisager des trajets assez longs de plus de 800 km sans aucun problème, ce qui est très bien pour une hybride rechargeable.
Et petit détail, pour conserver vos jantes, et ça c'est la première voiture que j'essaye sur ma chaîne YouTube qui a ça, regardez, on a le flanc des pneus sur l'arrière qui a été élargi pour pouvoir ne pas abîmer ces magnifiques jantes lorsque vous évoluez dans les centres-villes et notamment dans les parkings très étroits. La classe break a une ligne de ceinture assez haute avec des vides qui sont positionnés assez bas, je trouve, et ça lui confère une légèreté dans le design. Légèreté qu'on retrouve sur l'arrière avec ses feux effilés et cette longue barre qui s'étend sur toute la largeur de la partie arrière. Le design est réussi. La trappe pour recharger votre moteur électrique se situe sur le pare-choc à l'arrière droit. Alors c'est un positionnement assez peu conventionnel. La plupart des hybrides rechargeables ont leur câble et leur prise de recharge qui se situe sur le côté et non pas à l'arrière. Donc attention au choc si vous êtes en ville, car si vous avez une voiture qui vous rentre dedans, là vous ne pourrez plus recharger votre moteur électrique. Ensuite, si je descends un tout petit peu, on a un diffuseur noir laqué, avec de part et d'autre des sorties d'échappement complètement factices. Vous n'avez strictement rien, regardez à l'intérieur. On a quand même un encerclement de ces sorties factices chromées. Pour votre information, la vraie sortie d'échappement se situe juste en dessous sur la partie gauche. À 1 150 € en option, vous pourrez avoir un dispositif d'attelage qui est couplé à l'ESP, c'est-à-dire que lorsque votre remorque va louvoyer au-delà d'une certaine vitesse, l'ESP va prendre le relais pour appliquer un freinage automatique sur les roues de la voiture. Sous le capot, un moteur thermique diesel de 2 litres de cylindrée, 4 cylindres qui développe 194 chevaux. C'est le moteur de la 220D. Il est couplé à un moteur électrique qui lui fait 122 chevaux. Vous avez une puissance combinée de 316 chevaux et surtout 700 Nm de couple, 400 Nm de couple sur le moteur thermique et 300 sur le moteur électrique. On a des performances qui sont excellentes, surtout les relances, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans cette voiture. Sur les performances en accélération, on est proche d'une Volvo V90 T8 hybride rechargeable. En revanche, sur les reprises, elle est vraiment très loin devant la Volvo V90 que nous avons déjà essayé sur notre chaîne YouTube. Il faut savoir que le moteur électrique est positionné sur l'essieu arrière. La batterie a une capacité de 13,4 kWh. Vous la rechargerez sur une wallbox en environ 1h30. Vous ferez 40 km réels en électrique, en full électrique, si vous vous mettez sur le mode 100% électrique. Et il faut savoir qu'en consommation moyenne, la consommation est assez bonne par rapport à ses concurrentes. Alors bien sûr, Mercedes annonce une consommation moyenne en mixte à 1,6 litres, mais comme à chaque fois, et ça je vous le dis à chaque fois j'ai des commentaires dans les essais que je fais d'hybrides rechargeables, ne vous fiez pas aux consommations annoncées par les constructeurs sur les versions hybrides rechargeables. À chaque fois qu'ils font leurs mesures, ils les font sur un environnement fermé, avec à chaque fois une batterie pleine. Ce n'était pas notre cas sur nos 800 km d'essai. On a rechargé la batterie à 3 reprises, mais quand on faisait des trajets de 2 à 300 km, on ne rechargeait pas notre batterie tous les 40 km. Donc on a constaté une consommation moyenne de 7 litres sur 800 km d'essai. On a alterné entre de la ville et pas mal d'autoroutes. Et sur l'autoroute, je dois avouer, parmi les hybrides rechargeables que j'ai essayé, c'est celle-ci qui consomme le moins. Et elle met au moins 2 à 3 litres au 100 km par rapport à ses concurrentes. Donc ça, gros point pour Mercedes. Sur ses dimensions, elle mesure 4,93 m en longueur, 1,85 m en largeur pour une hauteur de 1,48 m. Et sur la balance, elle affiche tout de même 2140 kg. C'est 260 kg de plus que la version E220D qui n'est pas équipée du moteur électrique. Alors ce poids, on le ressent, je dois vous l'avouer, on le ressent pas mal dans le sinueux, dans les portions avec beaucoup de virages, des ralentissements. Là, il est clair que les 260 kg se font ressentir. En revanche, lorsque vous êtes en ville ou sur autoroute, impossible de savoir que vous êtes dans une version hybride rechargeable. 530 litres d'espace dans le coffre, c'est 140 litres de moins que les versions qui ne sont pas hybrides rechargeables. Et ça, c'est à cause bien sûr de la position du moteur électrique sur l'essieu arrière. Ça empiète forcément sur l'espace dans le coffre. Regardez, on a cette marche qui fait 13 cm de haut. C'est assez atypique de voir ça, surtout quand on voit des concurrentes comme la Volvo V90 qui n'ont pas leur batterie située dans le coffre, mais la batterie est dans le tunnel central. Mais pour autant, la Mercedes fait quand même pas mal puisque dans son volume de coffre, elle n'a que 30 litres de moins que la Volvo V90. Donc bien sûr, il y a moins d'espace que dans les versions non hybrides, mais par rapport à la concurrence, elle se positionne très bien. C'est à noter. Ensuite, sous le plancher du coffre, plusieurs choses. Vous avez déjà une prise pour brancher votre moteur électrique sur une prise domestique et ensuite le brancher sur une prise de type 2, donc ce sont les chargeurs rapides. À noter que sur la gauche, vous avez une trousse de premier soin avec un filet de maintien
Et aussi, vous avez dans le plancher du coffre un kit anti-crevaison. Passons maintenant aux places arrière. On a de la place dans cette classe break. Regardez, avec ma taille, j'ai aucun souci au niveau de mes genoux et de mes coudes et la garde-toit est très bonne. On a en plus beaucoup de lumière, donc ça, bien sûr, ça amplifie la sensation d'espace à l'arrière grâce au toit ouvrant panoramique en 2 parties. Alors, il faut savoir que ce toit ouvrant est inclus dans le pack Premium Plus. C'est un pack à plus de 6 000 € dans lequel il y a beaucoup d'options assez premium. Notamment ce toit, il y a aussi le système de sonorisation Surround Burmeister qui est juste excellent. Les sièges sont assez durs à l'arrière de la voiture. On a un très beau dessin des cuirs. Regardez sur les dossiers. Très belles surpiqûres qui sont claires. Un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Et à l'intérieur de l'accoudoir, un petit rangement assez fin. On a bien sûr au centre la possibilité de brancher vos tablettes et autres smartphones avec des prises USB. On a une prise 12 volts, des bus d'aération qui sont orientables, des poches aumônières. Et ensuite, sur les contreportes, on a du frêne noir avec les enceintes du système Burmeister, du cuir sur le haut, au milieu de la porte, et on a du plastique moussé sur le bas. Bref, vous êtes clairement dans une voiture de luxe. Les contreportes à l'avant de la voiture sont identiques aux contreportes à l'arrière, à la différence près que vous avez ici les commandes de réglage du siège côté conducteur. Vous avez aussi les boutons de mémorisation des réglages. Ici, vous pourrez activer le chauffage de votre siège avec 3 niveaux d'intensité. Et avec cette commande, vous pourrez prendre la main sur le réglage du siège côté passager. À côté de la poignée d'ouverture des portes, vous avez les boutons de verrouillage et de déverrouillage de la voiture. On retrouve toujours les inserts en frein noir ainsi que les enceintes du système Burmeister. Sur le bas de la contreporte, la commande d'ouverture du haillon électrique de la voiture est présente. Les seuils de porte sont rétroéclairés avec le monogramme Mercedes-Benz et sachez que dans la Mercedes classe E, si vous optez pour le pack Premium Plus, vous aurez le système Pre-Safe Impulse latéral qui va prévenir d'un choc latéral en décalant votre thorax vers l'intérieur de la voiture et en plus, vous aurez aussi le système son Pre-Safe qui va utiliser les enceintes du système audio pour vous envoyer un son et prévenir votre oreille du bruit de l'impact. Et ça va atténuer en fait le bruit de l'impact dans votre oreille interne. Le volant est vraiment très réussi dans cette classe E, je trouve. Il reprend exactement le même design que sur les GLE 450 ou encore la A35 AMG que nous avions déjà essayé sur notre chaîne YouTube. On retrouve toujours les boutons tactiles Touch Control sur le volant. Ce sont les petits boutons noirs que vous voyez à droite et à gauche du volant. Sur notre modèle d'essai, on a en plus le pack d'assistance à la conduite, qui est une option à 1 750 €, qui comprend notamment le régulateur de vitesse adaptatif, dont vous avez les boutons de contrôle sur la gauche du volant, juste ici, et qui comprend la lecture des panneaux de signalisation ou encore l'alerte de collision. Et on a aussi l'affichage tête haute qui est une option à 1 200 €. Sachez que sur l'écran d'instrumentation complètement digital, là vous pouvez vraiment tout configurer sur cet écran. Alors regardez là par exemple on a mis depuis le départ toutes les informations, mais vous pouvez aussi en appuyant sur le bouton de gauche changer la disposition des bouts de l'affichage. Vous pouvez avoir le kilométrage bien sûr, votre consommation avec des jauges ultra précises. Regardez, on a la consommation depuis le départ, donc je vous disais, ça fait à peu près 7 litres au 100 km. On a conduit vraiment tout à fait normalement, en plus avec la voiture, votre autonomie. Et vous pouvez aussi mettre beaucoup d'autres éléments à l'intérieur de votre écran d'instrumentation. On a aussi des palettes de part et d'autre, à droite et à gauche, et toujours le sélecteur de vitesse sur les Mercedes, qui, je le rappelle, n'est pas sur la console centrale, mais il est sur le commodo de droite. La première chose qu'on remarque dans cette voiture, ce sont les 2 écrans de 31 cm. C'est le poste de conduite widescreen. L'infodivertissement qui est au centre contient le système Command Online, qui apporte notamment la navigation par disque dur ou encore l'infotrafic en temps réel. On a des très belles finitions en plus. Regardez les finitions en frein noir qui sont de série dans la MG Line. Il y a aussi des finitions en carbone ou en argent mat qui sont disponibles. Vous pouvez aussi avoir le pack Air Balance à 400 €. Je m'attendais à un gadget, mais pas du tout. Il propose une expérience olfactive personnalisée avec un diffuseur de parfum qui se situe en fait dans la boîte à gants qui est juste ici. Après, l'ergonomie du système d'infodivertissement est vraiment très bien faite. Regardez, je vais vous montrer. Donc je navigue avec la petite molette sur la console centrale.
Et en plus, au-delà de l'ergonomie, on a aussi un système qui est vraiment très intuitif. Et puis surtout, là, on n'a pas besoin de nos lunettes pour l'utiliser, hein. Clairement, l'écran est tellement grand que vous avez l'impression d'être sur une petite télé. Ensuite, sous les bus d'aération, et il y en a 4, donc là vous pourrez vraiment très bien régler l'air à l'avant du véhicule. Vous avez l'ensemble des commandes de réglage de la climatisation et du chauffage de la voiture. Ici, les boutons d'accès rapide au système d'infodivertissement, une petite horloge. Et enfin, là vous avez un rangement avec un système de recharge par induction, aussi une prise USB, 2 portes gobelets qui sont disponibles. Vous avez ici le bouton Dynamic Select qui vous permet de choisir le mode de conduite. Ça influe sur la direction, l'amortissement, la boîte de vitesse, le moteur, mais il n'y a pas de suspension pneumatique qui sont disponibles sur la motorisation hybride, il faut le savoir. Sur la droite, là vous pouvez régler le volume sonore de votre système audio, et ici vous naviguerez avec cette molette dans le système d'infodivertissement. Ensuite, sous la coudoir centrale, un grand rangement avec la possibilité de brancher via les ports USB votre téléphone portable. Dans la boîte à gants, regardez, on a le diffuseur de parfum compris dans le pack Air Balance dont je vous parlais. On a une boîte à gants qui est assez logeable pour le coup. Concernant les sièges, alors déjà, le premier point, c'est qu'ils maintiennent très bien, surtout sur le maintien latéral. On est quasi dans un siège baquet, j'exagère à peine, mais vraiment sur le côté, vous pouvez envisager une conduite assez soutenue, sans aucun problème pour être maintenu. Bonne chose aussi, vous pourrez régler l'allonge de l'assise, comme sur les Volvo, ça c'est un très bon point. La Mercedes classe Break hybride rechargeable s'affiche à partir de 68 750 € et notre modèle d'essai, lui, se vend à 83 400 €. Il est quand même bardé d'options. Et si je le compare à ses concurrents directs, comme par exemple la Volvo V90 T8 hybride rechargeable, elles sont dans la même fourchette de prix. L'avantage, et le principal avantage de l'hybride rechargeable, c'est bien sûr les faibles émissions de CO2. Sur la Mercedes, 42 grammes de CO2 émis par kilomètre seulement, donc vous ne payez pas de malus écologique à l'immatriculation et surtout vous ne payez pas de taxes sur les véhicules de société pour les professionnels, et ça c'est un très bon point. Cette voiture en location longue durée, sur 36 mois avec 15 000 km par an et surtout sans apport, elle sort à partir de 1 000 € TTC par mois en finition AMG Line. Ça la situe vraiment dans une bonne fourchette par rapport à ses concurrentes, comme par exemple la Volvo V90 qui s'affiche à 100 € plus cher en location longue durée. C'est une voiture qui a beaucoup d'avantages selon moi, surtout pour ceux qui roulent beaucoup. Je vous l'ai précisé juste avant, les hybrides rechargeables avec un moteur essence ont des consommations sur autoroute assez élevées, entre 10 et 12 litres au 100 km. Celle-ci, elle consomme 4 litres de moins au 100 km. Donc moi, je la conseillerais à ceux qui souhaitent une hybride rechargeable qui leur permet de ne pas avoir de fiscalité, donc pas de TVS et pas de malus, et surtout qui veulent avoir une consommation de carburant qui est faible. Si vous souhaitez recevoir un devis, allez sur notre site internet levendeuroautomobile.com, vous allez dans la page leasing, vous remplissez le formulaire en indiquant le modèle de la voiture et nous vous enverrons un devis précis. Rares sont les constructeurs à faire le pari de l'hybride rechargeable avec un moteur diesel, et pourtant Mercedes arrive à apporter beaucoup de cohérence à cette association en proposant un moteur gavé de couple et une consommation très basse pour une voiture hybride. S'ajoute à cela l'agrément de conduite qui est bon en conduite coulée, grandement aidé par la boîte de vitesse à 9 rapports, très démultipliée sur les derniers qui aide à maintenir un régime très bas. Bien sûr, pour vous approcher au plus près des consommations moyennes annoncées par Mercedes, il vous faudra jouer le jeu en rechargeant le plus souvent possible, soit à votre domicile, soit sur votre lieu de travail. En conduite soutenue, on ressent immédiatement le surpoids de la voiture de 260 kg par rapport à la 220D, non pas sur les performances qui sont identiques, mais sur son agilité dans les parties sinueuses. Heureusement que le couple culmine grâce au moteur électrique à 700 Nm pour vous apporter des relances très vigoureuses. Sur la route, première chose qu'on remarque, c'est que lorsqu'on passe en mode thermique, le véhicule commence toujours en mode électrique, lorsque vous êtes en mode hybride. Lorsqu'on passe en mode thermique, on le ressent. Et ça se ressent plus que sur un moteur essence. On a
petit léger bruit qui est un tout petit peu plus envahissant que sur un moteur essence traditionnel. Pour autant, le gros avantage, c'est qu'on a beaucoup de couple. Donc en accélération, c'est un peu moins vigoureux que des modèles concurrents comme la V90 de chez Volvo. Par contre, regardez là par exemple, je suis à 60 km/h, je vais prendre le bouton Dynamic Select et je vais me mettre, non pas en sport, mais en sport plus. Là, je vais accélérer à fond. Donc là, c'est impressionnant. Là, je suis déjà à 100. J'ai fait un 60 à 100 km/h en à peine moins de 3 secondes. Donc on a beaucoup de réserve de puissance, surtout pour les reprises. Ça, je trouve que ça ajoute à l'agrément de conduite de la voiture qui est déjà très bon. C'est bien suspendu comme voiture. Mais en plus, avec ces reprises, on se sent en sécurité quand on a besoin de doubler, notamment sur autoroute et sur petite route pour s'extraire ou pour doubler une voiture un peu trop lente. Je vous avoue que c'est quand même assez agréable. Après, la contrepartie de l'hybride rechargeable, c'est souvent le poids. Et là, c'est encore le cas. On a près de 300 kg de plus que sur une version non hybride. Donc là, je suis sur des petites routes de campagne un petit peu sinueuses. Et je dois vous avouer que sur des freinages appuyés, on ressent le poids. Là, par exemple, là, je suis presque à fond sur le freinage. En sortie de virage, on a la voiture qui a une tendance à s'écarter de la ligne de corde du virage. 2 tonnes 1, ça commence à faire beaucoup pour un break. Là, je suis sur une conduite un peu forcée pour justement vous montrer les désagréments du poids sur ce genre de véhicule. Après, pour autant, ça reste une voiture ultra agréable à conduire sur voie rapide. C'est vraiment son domaine de prédilection. Et je dirais qu'en comparé à sa concurrente directe qui est la V90 de chez Volvo ou encore la 530e de chez BMW, le gros point fort de celle-ci, c'est son couple et ses relances. Elle est au-dessus de tous les autres. Et puis encore une fois, là aujourd'hui, on a pu tester la voiture sur uniquement des petites routes sinueuses. Je suis monté à 8,3 litres de moyenne, alors que j'ai quand même sollicité le moteur énormément, surtout sur des relances, des accélérations, des 0 à 100. 8,3 litres pour une conduite très soutenue, c'est rien du tout. Sur le freinage, ne vous attendez pas à des miracles. Si vous répétez des freinages appuyés, la voiture est lourde, retenez-le. Mais on a le droit à un freinage intelligent grâce à une modulation constante du freinage régénératif en fonction de ce que voient les radars avant. Presque roue libre si personne n'est devant et freinage électrique de plus en plus élevé si on se rapproche d'une voiture. Assez déroutant au début, je dois vous l'avouer. Mais je vous rassure, on est bien dans une Mercedes, une voiture prête à enchaîner des centaines de kilomètres dans un confort de roulage excellent. Et surtout, vous serez à son volant dans l'une des seules hybrides, si ce n'est la seule, qui propose une consommation moyenne de 7 litres au 100 km sur autoroute. Et rien que pour ça, je comprends mieux pourquoi cette voiture est le modèle électrifié de Mercedes le plus vendu en France en 2019. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Mercedes classe E Break 300 DE hybride rechargeable, j'ai retenu parmi ses défauts un coffre amputé par la présence sur l'essieu arrière des batteries. Forcément, ça impute de près de 140 litres l'espace dans le coffre, c'est dommage. L'absence aussi de 4 roues motrices et enfin un prix en achat comptant encore élevé. Heureusement, si vous optez pour la location longue durée, les loyers sont attractifs. En plus, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse. Il y a aussi une technologie embarquée qui est à la pointe et enfin des performances canon. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous, activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!